Bonsoir tout le monde. Toujours satisfait de voir que nombreux lecteurs et visiteurs de ce salon viennent nous rencontrer. Et tout à l'heure, on pourrait nous poser des questions. On sera ouvert avec vous comme d'habitude. Alors là, vous avez une sorte d'état-major du revenu avec Marianne P qui manage la rédaction du revenu depuis 3 ans, mais elle est là depuis une quinzaine d'années, fidèle à la maison. Et vous avez à ma droite Romain Dion, qui est un des plus anciens collaborateurs, mes collaborateurs. Ça fait une trentaine d'années qu'on travaille ensemble. Oui, c'est ça. Et c'est ça, toujours là. Oui, toujours là, ça prouve que c'est bon signe, hein. Parce que tous mes collaborateurs ne sont pas toujours là. Et il s'occupe plus spécialement aujourd'hui de la lettre recommandée avec l'équipe de la rédaction du Revenu. Et puis Christian Fontaine qui manage plus particulièrement le Revenu magazine avec une autre équipe. Alors là, on est plus d'une vingtaine de journalistes motivés. Vous savez qu'on vient de changer, on a modernisé nos locaux. On est maintenant 8 rue de Berry, près des Champs-Élysées. Avant, on était pendant 25 ans à la République. C'est plus calme, bien que malgré les apparences. C'est plus calme et surtout, on a évolué avec un très grand studio de télévision, Internet, et on a beaucoup investi pour développer l'Internet pour les relations avec nos lecteurs, nos abonnés. Et on a eu un succès important puisque on est rentré dans les 100 premiers sites français. On a investi plusieurs millions pour développer notre site internet depuis 4-5 ans. Et maintenant, on est à 4 millions de pages vues par mois. Alors, 4 millions de pages vues par mois, 4 millions d'exemplaires diffusés chaque semaine et tous les mois du revenu. Et on est devenu une force d'information financière importante. Et c'est pour ça que vous êtes là pour écouter notre point de vue et nous poser des questions. Alors, notre optique aujourd'hui, c'est d'analyser, comme nous le faisons tous les jours sur Internet et toutes les semaines sur à la fois le revenu hebdo et également la lettre recommandée, de savoir un peu où est-ce qu'on va. La question que je me pose, parce qu'on fait une trentaine de réunions à travers la France chaque année, que posent les lecteurs, c'est où va-t-on? Est-ce que ça va être plus perturbé? Est-ce que la montée de la bourse qui a gagné cette année plus de 20%, ce qu'on n'avait pas vu depuis plus de 20 ans ou 30 ans, est-ce que est-ce que l'immobilier résidence principale exonérée d'impôts, c'est pour toujours? Est-ce qu'on va remettre l'ISF? Est-ce que les taux bas, est-ce qu'ils peuvent être encore plus bas ou revenir plus haut? Et tous les jours, on se pose quand même des questions économiques avant de se réimplanter sur les placements. Et donc, je voudrais demander à Marianne Pi, qui suit plus le circuit économique qui entoure le monde des placements, comment elle voit la situation actuelle et comment il faut s'y impliquer pour faire face, pour gérer au mieux vos placements. Alors, Marianne Pi. Alors, sur le diagnostic conjoncturel, donc l'environnement dans lequel évoluent les placements, c'est vrai qu'on était réunis ici il y a un an au Salon de l'Actionnariat dans un contexte qui était très très différent. On était en pleine correction boursière et là, comme l'a rappelé M. Monteux, on a 25% de hausse depuis le début de l'année sur le CAC 40. Petit retour en arrière, ce qui avait alimenté cette correction boursière, c'était notamment la crainte d'un retournement conjoncturel. La deuxième crainte, c'était celle de la normalisation engagée par les banques centrales.
Pour ce qui est de la conjoncture, on a bien eu un retournement conjoncturel. Voilà, un an plus tard, on a eu ce retournement conjoncturel qui a même démarré au printemps 2018. Mais on peut dire qu'il a été d'une ampleur moindre que ce qu'on pouvait craindre à l'époque, il y a un an, d'où le rebond très très marqué des marchés. On a une croissance mondiale aujourd'hui qui tourne autour de 3% l'an. À l'époque, on était, il y a un an, à 4%. Donc, il y a eu freinage. Mais bon an, mal an, l'économie mondiale tient à peu près. Les États-Unis, il n'y a toujours pas de récession. 10 années de croissance ininterrompue. La Chine ralentit, mais il n'y a pas d'atterrissage brutal. On pourrait dire que la seule zone qui a vraiment déçu, c'est la zone euro. Avec une croissance qui va tourner cette année autour de 1%, alors qu'on était à près de 2% l'année dernière. Et tout simplement parce que c'est une économie qui est beaucoup plus ouverte, notamment que l'économie américaine, donc qui a subi de plein fouet le choc de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, qui a donc plombé le climat des affaires, érigé des barrières douanières, perturbé les chaînes de production au niveau mondial. Et puis la zone euro est très exposée et très... L'Allemagne est très importante, c'est la première économie de la zone euro, et l'Allemagne concentre un peu tous les maux actuels, c'est-à-dire une crise de son industrie exportatrice qui subit donc ce choc commercial, la dégradation du climat des affaires, auquel s'ajoutent des facteurs structurels, son secteur automobile qui subit une vraie phase de transition, de bouleversement avec de nouvelles normes environnementales, avec la marche forcée vers la voiture électrique. Et l'automobile, à l'échelle de l'économie allemande, c'est très important, c'est la moitié de leur excédent commercial. Donc voilà, on a une zone euro qui déçoit clairement, mais le reste du monde qui tient plutôt bien bon an mal an. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et c'est ça aussi la hausse des marchés depuis le début de l'année, c'est qu'on a le sentiment, depuis quelques mois, depuis l'été dernier, qu'il y a un arrêt de la dégradation économique, qu'il y a une stabilisation. On a le sentiment que la crise industrielle a sans doute passé sa phase la plus aiguë, que les services continuent à bien résister et qu'on a deux jambes de croissance, notamment dans la zone euro, un marché de l'emploi solide, un crédit qui aussi progresse, notamment grâce au taux bas. Et donc voilà, pour résumer, on est sur un scénario économique qui est celui plutôt de la stabilisation. Alors évidemment, il ne faudrait pas qu'on ait des déceptions sur ce scénario de stabilisation que joue le marché actuellement, ce qui entraînerait peut-être quelques perturbations sur les bourses. C'est très bien, mais nous, on aime bien être concret au revenu. Et donc, à partir de ces éléments, comment on utilise ça concrètement pour la gestion de son patrimoine? Alors, je voudrais demander à Christian Fontaine, quels sont dans le périmètre des placements, aussi bien en bourse, en immobilier, en assurance vie, comment ça se passe, l'influence de la conjoncture que vient nous expliquer Marianne Puy? Alors bonjour à tous. Effectivement, sans doute le premier élément dont il faut bien prendre conscience, c'est que 2019 risque effectivement de rester dans les annales comme une année en tout point exceptionnelle pour vos placements. Donc hausse de la bourse bien sûr, mais hausse de l'immobilier dans les grandes villes, il faut préciser. Hausse du cours de l'or. Alors certes, pour je dirais les placements de trésorerie, ça reste difficile. Certes, pour l'assurance vie, je dirais que les performances sont décevantes. Il n'empêche que globalement, l'année pour vos placements risque, même si on n'a pas totalement terminé encore, d'être assez exceptionnelle. Pour l'année 2020, puisque pour rebondir sur ce que disait Robert Monteux tout à l'heure, où va-t-on? Sans doute l'une des premières certitudes, c'est que l'année risque d'être un peu plus complexe. Alors le revenu vous propose pour vos placements de répondre très concrètement à 3 questions pour l'année prochaine, rapidement, et ensuite on y reviendra sans doute. D'abord, c'est quelle proportion d'actions à avoir dans son portefeuille? Alors cette question-là, vous allez me dire, ça dépend du niveau qu'on anticipe pour le CAC 40 à la fin de l'année prochaine. Bon, au revenu, vous nous connaissez, on ne lit pas dans le mar de café. Donc la réponse à cette question dépend sans doute moins de vos anticipations concernant l'activité économique ou le niveau du CAC 40, mais davantage de votre situation personnelle. Alors soyons le plus concret possible. Madame au premier rang, par exemple, estimons que vous avez, et là nous n'avons pas parlé ensemble auparavant, donc ceci ne sont que des suppositions, supposons que vous avez 200 000 € investis en actions aujourd'hui sur un total de patrimoine financier de 250 000 €. Puis supposons toujours que votre rêve est d'acheter un pied-à-terre dans le Limousin, région dont vous êtes originaire, et que vous comptez faire cet investissement l'année prochaine. Mais dans ces cas-là, madame, le conseil du revenu est direct, est franc. Vendez tout de suite vos actions.
parce que vous allez avoir besoin de votre argent pour réaliser le rêve de votre vie. Et après tout, aussi, l'épargne, ce n'est qu'un différé de consommation et ça sert aussi à se faire plaisir. Maintenant, monsieur, deux rangées plus bas, plus loin, qui opinait du chef, et supposons, partons du principe que vous avez aussi le même montant investi en actions, 200 000 euros, mais vous êtes plus aisé. Ce n'est pas parce que vous avez une barbe, ni que vous êtes sympathique manifestement, mais plus aisé. Vous avez 1 million d'euros investis en actions. Et là, vous avez des revenus confortables. Manifestement, vous n'avez pas besoin de cet argent pendant les 10 ou 15 prochaines années à venir. Et là, au contraire, monsieur, le conseil du revenu, c'est vous n'êtes pas assez investi en actions. Et tout de suite, il faut davantage investir, certainement par étapes. Pour répondre d'une façon un peu plus générale à cette question, quelle proportion d'actions, sachez quand même que pour tenir compte de l'évolution des taux d'intérêt, le revenu a modifié sa répartition, je dirais un peu historique. Historiquement, on conseillait 60% investis sur des placements sans risque, 80% sur des placements sans risque et 20% en actions. Depuis cet automne, on est passé à 60% sans risque et 40% en actions. Deuxième question très rapidement, et elle a fait la une de l'actualité. Que faire des fonds en euros? Alors, je ne sais pas, est-ce que, peut-être qu'on peut se livrer à un tout petit jeu, combien de personnes dans la salle ont de l'assurance vie en euros? Est-ce que vous voulez bien lever le bras? Bon, alors vous êtes nombreux, donc on va poursuivre un tout petit peu sur le sujet. Que faire de vos fonds en euros? Le revenu ne pense pas que les compagnies d'assurance vie vont faire faillite. Les compagnies d'assurance vie sont contrôlées par la CPR, il y a des garde-fous. Bon. Vous n'êtes pas non plus obligé de vendre vos contrats d'assurance vie. Vous pouvez rester investi en assurance vie en euros. Et l'assurance vie en euros conserve tous ses atouts. Une fiscalité avantageuse, souplesse d'utilisation, possibilité d'effectuer des retraits ou des versements à tout instant, etc. Ça, vous connaissez par cœur. Il n'empêche, l'assurance vie en euros n'est plus la réponse à toutes vos problématiques patrimoniales comme ça l'a été pendant 20 ans. Même si cette année, les contrats trophées d'or du revenu vont certainement rapporter encore autour de 2%, c'est-à-dire 2 fois plus que l'inflation. Et n'oublions pas, on ne le dit jamais assez, ce qui compte, ce n'est pas la performance absolue, mais la performance relative par rapport à l'inflation. En guise de préparation à cette conférence, on a retrouvé les chiffres de l'inflation en 80 et 81. Figurez-vous qu'en 80 et 81, l'inflation était supérieure au rendement de l'assurance vie en euros. On ne le rappelle jamais assez. Donc en 2020, entamez une réflexion sur l'assurance vie en euros, voire réduisez un tout petit peu la voilure. Dernière question rapidement, comment payer moins d'impôts? Généralement, cette question, elle intéresse aussi. Les impôts qui font le plus mal en France, ce sont les impôts locaux. Bon. Malheureusement, ils sont assez difficiles à réduire. Si vous êtes propriétaire d'un superbe appartement donnant sur le Panthéon, vous pouvez aller voir votre inspecteur des impôts et lui dire que votre appartement donne sur un cimetière et que ça vaut bien un rabais. Bon, vous pouvez essayer. Certains ont essayé avant vous. Malheureusement, ça risque de ne pas marcher. Plus sérieusement, comment réduire l'impôt sur le revenu? Le revenu ne croît pas tellement en pilules anti-impôts qu'on avale rapidement en fin d'année, FIP, FCFI, Sofica, etc. Donc il faut mieux mener une réflexion de long terme sur comment réduire vos revenus soumis à l'impôt progressif. Et je terminerai simplement avec un exemple très concret. Vous encaissez des loyers, ces loyers sont taxés à votre taux marginal plus 17,2%. Bon nombre de retraités dans la salle ou d'actifs sont assez aisés. Ça fait 30% de taux marginal plus 17,2, ça fait 50%. 1 euro de loi, la moitié des loyers encaissés tombent dans la poche du fisc. Tandis que si vous vendez vos biens locatifs les moins rentables, que vous placez en assurance vie, dans le maximum des cas, ça va être 17,2. Si vous vous débrouillez bien, 17,2. Donc voilà. À long terme aussi, il faut veiller à acheter vos actions par l'intermédiaire d'un PEA et pas d'un compte titre parce que c'est beaucoup moins taxé. Bravo, c'est clair. Je pense que tout le monde a compris. Il y aura de nombreuses questions sur ce sujet. Mais on vient d'exposer un peu une vision du patrimoine et la situation économique aujourd'hui, ce qui démontre qu'il y a un secteur du patrimoine qui est très diffusé dans le public, c'est l'immobilier, qui a connu une forte hausse ce temps-ci. Et la question, c'est est-ce que c'est immobilier pour résidence principale ou c'est immobilier pour louer? Alors la résidence principale, c'est un paradis puisqu'il n'y a aucun impôt sur les plus-values. Et donc, on peut aménager sa résidence principale sous différents types de formules. En association, il faut voir aussi
avec un conjoint ou avec un partenaire, comment ça se règle là-dessus. Le revenu publie régulièrement des études sur les orientations à privilégier. Et puis, il y a le deuxième pan des investissements, c'est la bourse. Et puis, on va parler tout à l'heure de tous les produits qui émergent et qui sont les nouveaux produits à la mode pour la retraite, puisque chacun d'entre vous doit être préoccupé, quel que soit son âge, de savoir combien il faut investir pour se garantir des revenus futurs. Alors, sur la bourse, nous, on est toujours pour répartir un patrimoine entre plusieurs secteurs, à la fois entre les actions françaises, les actions étrangères, les produits matériels comme le pétrole, l'or, etc. Et puis sur les obligations, on a fait une part en retrait parce que actuellement, alors on va revenir tout à l'heure, je demanderai à Marianne Pi sur les taux, où est-ce qu'on peut aller avec les taux qui sont maintenant voisins de 1%, 0 et moins 1. Qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce qu'il faut choisir. Mais je voudrais demander avant à Romain Dion comment il faut orienter votre portefeuille demain. Alors, donc on a dit déjà que les bourses s'étaient très bien comportées depuis le début de l'année, hein. Vous avez une hausse du CAC 40 qui est proche de 25%. C'est la plus forte hausse. Si on terminait l'année à ce niveau-là, on enregistrerait la plus forte hausse depuis 20 ans, depuis 1999, où à l'époque on avait gagné 51%. Et puis aux États-Unis, on enchaîne les records historiques. Donc, on ne va pas bouder son plaisir, hein. C'est une très bonne nouvelle pour les actionnaires. Pourtant, cette hausse, elle est un petit peu en trompe-l'œil parce qu'elle est très concentrée. Elle est très concentrée à cause du développement des fameux ETF, hein, les fonds cotés en bourse, les fonds indiciels, qui donnent une prime à des valeurs qui ont déjà beaucoup progressé. Donc, pour vous donner un aperçu, en fait, les deux premières capitalisations boursières américaines, Apple plus Microsoft, c'est l'équivalent des 2000 sociétés de l'indice Russell 2000. Et c'est aussi l'équivalent de toute la bourse allemande. En France, si vous regardez le CAC 40, les trois valeurs de luxe plus L'Oréal, ça fait 36% du CAC 40. Donc il y a une très large part de la bourse, des actions cotées, des sociétés qui n'ont pas profité ou peu, ou beaucoup moins de la hausse. Et puis, cette hausse, elle n'a pas profité à tous les épargnants, puisque depuis le début de l'année, il y a eu des sorties massives des fonds investis en actions. Au niveau mondial, vous avez eu 189 milliards de dollars de sorties, alors que vous avez eu des souscriptions nettes dans les fonds obligataires de 390 milliards et sur les fonds monétaires 553 milliards. Donc clairement, il y a de nombreux épargnants et investisseurs professionnels qui sont passés à côté de la hausse. Alors, il y avait beaucoup de raisons, effectivement, en début d'année qui justifiaient qu'on soit particulièrement prudent. Et tout au long de l'année, on a eu plutôt des inquiétudes justifiées autour du commerce international, autour des anticipations de bénéfices, autour du Brexit, autour d'une dette mondiale qui est à son apogée, 250 000 milliards de dollars de dette. On n'a jamais été autant endetté dans le monde. Donc, beaucoup de facteurs d'inquiétude et pourtant, les cours ont monté. Alors, qu'est-ce qui a fait monter les cours? Aux États-Unis, c'est principalement les rachats d'actions à un rythme considérable, de l'ordre de 800 milliards de dollars par an, qui s'explique par un environnement de taux d'intérêt donc extrêmement bas, donc l'argent est quasiment gratuit, donc on emprunte à peu de frais, et puis ça s'explique aussi par le fait que les salaires des dirigeants américains sont souvent indexés, au moins pour une bonne partie, sur le cours de bourse. Donc ils ont tout intérêt à racheter des actions et à faire monter le cours de façon plus ou moins artificielle en faisant un flux de rachat d'actions. Alors, quand on a dit ça, après une hausse de 25%, notre message, c'est d'être relativement prudent sur la bourse. Néanmoins, il y a deux acronymes qui alimentent la hausse partout dans le monde sur les actions. C'est l'effet TINA, donc There is no alternative. Ça veut dire qu'avec des taux aussi bas, il faut prendre du risque pour valoriser son épargne. Et puis, un autre acronyme qui est à la mode, c'est l'acronyme FOMO, qui veut dire
fear of missing out. Ça veut dire qu'il y a une sorte de course après le papier. C'est-à-dire que si, comme il y a beaucoup d'épargnants qui ont raté cette hausse, eh ben, ils veulent participer à la fin de hausse, disons qu'ils veulent accompagner le mouvement pour ne pas être complètement à côté. Donc, un message globalement prudent, surtout sur les actions américaines. Si vous regardez l'évolution des grands indices américains par rapport au sommet de 2007, donc avant la crise financière jusqu'à aujourd'hui, le S&P 500, il a plus que doublé. Et donc, il a progressé 5 fois plus vite que le produit intérieur brut et 2,5 fois plus vite que le chiffre d'affaires. Alors qu'on sait que sur très longue période, historiquement, la bourse monte à un taux qui est proche de la croissance nominale du PIB, c'est-à-dire aux environs de 5% par an. Donc, on est, en termes de valorisation, au moins aux États-Unis, à des niveaux extrêmement élevés. C'est beaucoup moins vrai en Europe, parce que si vous regardez le CAC 40, par exemple, depuis 20 ans, alors on a dit on a une belle année, mais on n'a pas progressé. L'indice est encore en dessous de son niveau de mars 2000. Et la seule rémunération de votre épargne en bourse jusqu'à présent sur 20 ans sur l'indice CAC 40, c'est les dividendes. Ce sont les dividendes. Donc, il y a notre avis est beaucoup plus favorable aux actions européennes et en faisant la part entre des sociétés qui sont très très bien valorisées, donc on l'a dit par exemple le luxe, l'aéronautique, qui ont profité d'un environnement de taux très bas puisque ça augmente la duration du flux de trésorerie, mais plutôt de privilégier des sociétés qui sont très en retard sur la hausse et qui génèrent du cash flow, de la croissance d'activité, mais qui n'ont pas profité pleinement de la hausse. Mais bien, bravo, on est très concret au revenu. Et alors, je vais vous poser une question pour l'avenir. C'est quoi les 3 valeurs que vous allez préconiser à nos lecteurs? Alors, avant de parler de valeurs, on peut parler de thématiques. Donc, globalement, il faut éviter d'investir sur les indices parce qu'on l'a dit, on a beaucoup progressé, surtout aux États-Unis. Mais il y a des thématiques qui ressortent. Il y a notamment une thématique environnementale qui est très forte. Aujourd'hui, vous savez, vous êtes tous au courant de l'urgence climatique. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de flux d'épargne qui vont vers les entreprises qui participent à la baisse des émissions de carbone. Des noms? Ah bah, le premier nom qui me vient à l'esprit, c'est Suez, hein, une très belle entreprise qui est complètement dans cette thématique environnementale. Et puis, il y a une autre thématique qui est importante, c'est la santé, hein, puisque vous avez un vieillissement global de la population. Et là, vous avez des entreprises comme Sanofi ou Ipsen qui a beaucoup souffert cette année, mais qui reste une très belle valeur de croissance, qui a souffert parce qu'il y avait des inquiétudes autour de son produit phare, qui est la somatuline, avec la montée des produits génériques, mais qui, malgré tout, continue à afficher une croissance à 2 chiffres de son activité et de ses résultats. Alors, je ne peux pas vous ajouter une dernière question. Quels sont les titres qui vous inquiètent le plus et qu'on signale dans le revenu comme à éviter et même à vendre? Alors, les valeurs à vendre, c'est d'abord, ou à éviter, c'est l'univers des biotech. Il faut faire extrêmement attention, surtout en France où vous n'avez jusqu'à présent pas de produit véritablement révolutionnaire qui a été commercialisé sur le marché. Aux États-Unis, c'est un peu différent parce que vous avez des géants, des biotech qui sont devenus de véritables géants. Mais aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de valoriser cet univers-là puisque ce sont des sociétés qui brûlent du cash. Donc, ça s'apparente plus à du private equity qu'à de l'investissement boursier. Donc, il faut faire très attention sur l'univers des biotech. Vous avez des noms à citer comme ça entre nous? Je vais assassiner personne, mais il y a des biotech comme AB Science qui en ce moment est un peu dans la tourmente puisque les dirigeants sont
sont sous haute surveillance de l'AMF pour un soupçon de délit d'initié, mais il y en a d'autres. L'ensemble des biotech françaises, malheureusement, a beaucoup de mal à créer de la valeur. Et c'est un investissement qui peut faire rêver beaucoup d'épargnants parce que vous avez des décalages de cours très importants, mais vous pouvez aussi avoir des entreprises de cet univers-là qui mettent la clé sous la porte. Très bien. Alors, Marianne Pi, on a évoqué un peu un panorama du marché, des orientations secteur par secteur à privilégier, mais quand même, un des grands troubles actuels, c'est les taux d'intérêt. Alors, comment vous voyez le contexte des taux d'intérêt, la chute des taux? Parce que vous vous rappelez tout à l'heure qu'ils avaient été très hauts dans les années 80. Il faut donner des chiffres. En années 80, on était à 15% d'inflation. Et les contrats d'assurance vie qui émerveillaient tout le monde rapportaient 10, 8, 10, 12, parfois jusqu'à 16 pour certains. Et aujourd'hui, on est à moins de 2 pour beaucoup de contrats. Et donc là-dessus, comment il faut s'y prendre pour faire face aux taux d'intérêt? Quelles sont les perspectives? Alors oui, effectivement, les taux bas, c'est l'événement aussi 2019. C'est un chamboulement majeur pour les épargnants. Romain l'a dit, there is no alternative. L'acronyme TINA, c'est aussi, il n'y a plus de rendement, il y a beaucoup moins de rendement sur l'assurance vie, même si Christian a dit que ça restait positif une fois déduit de l'inflation. Mais enfin, c'est plus que c'était. Plus de rendement sur les livrets réglementés. Donc on a eu cet effet aussi, même si on ne voit pas de flux majeur sur les actions, mais il y a quand même une logique d'aller chercher du rendement sur les actions parce que finalement, ce qui rapporte aujourd'hui sur les marchés, que ce soit les obligations d'entreprise, c'est pas très accessible aux particuliers. Le private equity, c'est pas très accessible. Donc, si on veut du rendement aujourd'hui, il faut aller effectivement vers les actions. Donc ça oblige à un changement de mentalité, en fait, les taux bas. Alors, la question aussi, c'est pourquoi ils sont bas. Ils sont bas, évidemment, parce que le facteur qui a peut-être le plus joué cette année sur les marchés, c'est les politiques monétaires. C'est une volte-face radicale début 2019 des politiques monétaires. C'est-à-dire que les banques centrales ont complètement changé de politique. On était début 2019 dans une logique de on va resserrer un peu la vis parce que après 10 ans de crise depuis 2008, il est quand même temps de sortir des politiques exceptionnelles. Et on a eu vraiment une volte-face. La Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine a donné là en disant pour nous, il y a trop de risques. Il y a trop de risques politiques, notamment la guerre commerciale. Il y a un ralentissement conjoncturel. On change radicalement notre politique. Et donc, elle a donné là avec 3 hausses de taux d'affilée, 3 baisses de taux d'affilée en 3 réunions, ce qui ne s'était pas vu depuis fort longtemps. La Banque centrale européenne a fait pareil. Ils avaient à peine arrêté leur programme de rachat d'actifs fin 2018. Ils l'ont repris ce mois-ci. Voilà, donc une espèce de détente monétaire au niveau mondial. Et les banques centrales, par cette politique-là, font pression sur les taux. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'elles ne sont pas seules responsables de la faiblesse des taux, de cette faiblesse historique. Il y a aussi un phénomène structurel qui est un excès d'épargne au niveau mondial et qui fait pression sur les taux longs. Ce n'est pas seulement les politiques des banques centrales qui font qu'on n'a plus de rendement et que les taux sont aussi bas. Il y a aussi des... Voilà. Donc, évidemment, où est-ce qu'on va au niveau des taux? C'est compliqué à dire. Les banques centrales sont très critiquées, en tout cas dans le débat public aujourd'hui, y compris à l'intérieur même des institutions monétaires. Il y a des grands débats, comme il n'y a jamais eu, au sein de la Banque centrale européenne, au sein de la Fed, des membres de l'institution qui critiquent cette politique ultra agressive des banques centrales en disant que ça fragilise les banques, que ça lèse l'épargnant, que ça crée peut-être les conditions de future instabilité financière, etc. etc. Et donc, il y a un vrai débat autour de ça, mais il semble qu'on n'a plus trop le choix et que les taux vont rester bas très longtemps. Ben voilà une vision concrète. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, parmi les sujets d'actualité, pour tout le monde, c'est l'avenir de la retraite. Alors, j'aimerais bien que Christian Fontaine nous fasse un petit tour d'horizon là-dessus, comment il voit les choses, comment il voit les nouveaux produits qui sont lancés actuellement, dont le PER, comment on voit les produits qui demeurent, professionnels et autres, et comment on voit également tous les produits d'assurance vie, la capitalisation dans le secteur. Alors, Christian, on vous attend. Alors effectivement, en ce moment, on parle pas mal de retraite, mais c'est vrai que 2019 restera aussi dans les annales pour une raison très simple, c'est qu'en 2019, un nouveau placement est né.
Et c'est vrai que dans un monde de l'épargne très réglementé, ça n'arrive pas tous les jours. Et le sigle de ce nouveau placement, donc créé par la loi Pacte de mai 2019, vous le connaissez, c'est PER, un nouveau cycle. Il va falloir s'y faire. On ne sait pas encore exactement très bien si on va parler de PER ou si on va parler de PER. En tout cas, c'est un plan d'épargne retraite. Que faut-il en penser? Il est commercialisé depuis le 1er octobre et toutes les banques, toutes les compagnies d'assurance et tous les courtiers vont le proposer progressivement d'ici la fin de l'année et d'ici le début de l'année prochaine. Premier atout de ce placement, vous le connaissez, c'est un placement à gomme fiscale, donc c'est un placement avec un avantage fiscal à l'entrée. Principal inconvénient, une fois que vous versez, vous ne pouvez récupérer votre argent qu'au moment de la retraite. Quant aux capitaux que vous récupérez sous la forme de capital, c'est un progrès par rapport au dispositif existant, capital ou retraite, ou capital ou rente, ils sont fortement fiscalisés. Donc qu'est-ce qu'on en pense aux revenus? À qui conseillons-nous ce placement? Je dirais à deux populations différentes, sachant que vous pouvez sans doute trouver mieux. La première population, ce sont les cadres ou des professions libérales âgés de plus de 50 ans qui payent beaucoup d'impôts, c'est-à-dire qui sont taxés dans la tranche à 41%, parce que n'oubliez pas que la caractéristique de ce placement, c'est que les versements ne sont pas déductibles de vos impôts, contrairement à ce qu'on pense souvent, mais ils sont déductibles de votre revenu imposable, ce qui n'est pas du tout pareil, de la base fiscale. Et donc, le montant réel de réduction d'impôts dépend de votre taux marginal d'imposition. En gros, plus vous payez d'impôts, plus vous allez réduire vos impôts en souscrivant ce type de placement pour un montant de versement identique. Donc, en gros, on conseille ce placement aux contribuables de plus de 50 ans pour avoir ce qu'on appelle l'effet tunnel, c'est-à-dire être pénalisé le moins longtemps possible, c'est-à-dire avoir une durée d'immobilisation des fonds la plus courte possible. Donc, contribuables de plus de 50 ans fortement imposés. La deuxième population à qui on conseille ce type de placement, c'est ceux qui ont des PERP, des Madelins, des vieux contrats d'épargne retraite avec souvent des sorties en rente obligatoire, et ils ont la possibilité, en transférant leurs vieux produits vers un nouveau PER, d'avoir la possibilité de sortir en capital. Donc ça, c'est intéressant. Alors, pourquoi je disais tout à l'heure qu'il y a mieux à faire? Parce qu'au revenu, on a plutôt tendance à conseiller. D'abord, il y a une prise de conscience très importante qui doit avoir lieu. Un dernier sondage réalisé par l'IFOP pour le compte de l'UFF montrait que près d'une personne sondée sur deux, un épargnant sur deux, estime moins bien vivre à sa retraite qu'il ne l'aurait imaginé. Et il y a seulement aujourd'hui un retraité sur trois qui a pris des dispositions pendant sa vie active pour préparer sa retraite. Donc, vous le savez, nos systèmes de retraite obligatoires par répartition ne vont pas faire faillite. Simplement, c'est vrai, on va trouver des solutions. Des solutions seront trouvées, d'ailleurs on les connaît déjà, c'est une question d'équilibre entre les différents dispositifs. Par contre, ce qui est certain, c'est que le montant des retraites va baisser, donc il est indispensable d'épargner, de mettre de l'argent de côté. Et d'autant plus que, comme disait Marianne tout à l'heure, que les taux d'intérêt sont plus bas. Et donc l'effort d'épargne est d'autant plus important. Aujourd'hui, pour, à compter de 60 ans ou 65 ans, disposer de 1 000 € de revenus en plus par mois sans manger votre capital, il faut 400 000 € en banque, c'est quand même énorme, il faut en prendre conscience. Quelle stratégie? Stratégie en 3 temps recommandée par le revenu. 1, acquisition de la résidence principale, comme le disait M. Robert Monteux tout à l'heure, parce que lorsqu'on est à la retraite, on est très heureux de ne plus devoir décaisser un loyer chaque mois alors que ses revenus ont fortement baissé, pour faire simple. Deuxième pilier, se constituer un patrimoine diversifié en bourse, immobilier, assurance vie, en s'informant. L'une des seules certitudes que nous avons pour l'année prochaine, c'est que les épargnants qui suivent leur épargne, qui s'y intéressent, et vous faites partie puisque vous êtes là, s'en sortiront mieux que la moyenne. Et le troisième étage de la fusée pour préparer la retraite, c'est la souscription de produits à gomme fiscale, dont par exemple le PER aujourd'hui. Merci. Alors, vous voyez, nous, au revenu, on n'est pas des dogmatiques. Ce qu'on a aimé depuis 50 ans, puisqu'on vient de fêter nos 50 anniversaires, on a été créé en mai 68, c'est d'aider nos lecteurs à s'informer, à s'initier et à s'implanter de plus en plus dans la connaissance des mécanismes économiques. Parce qu'autrement, il y a trop de baratineurs sur le marché, de faux professionnels qui risquent de vous embarquer dans des voies qui ne sont pas les bonnes. Et une de nos satisfactions au revenu, c'est de voir qu'on a des masses d'abonnés, de lecteurs et de consultants de notre site Internet
qui ont beaucoup progressé avec nos éléments de réflexion. Et donc, c'est une satisfaction de voir que maintenant, face à l'establishment qui propose différents types de placements, on a des particuliers mieux armés pour faire face aux demandes qui sont faites. Et donc, on a d'ailleurs un service aux revenus particuliers parce que tous les vendredis matins, nos abonnés peuvent appeler la rédaction, qui leur répond, donne des conseils gracieux. Et on est également identique sur Internet ou notre site qui a le flux, je vais expliquer, puis 4 millions de pages vues par mois. On a un service top pour le revenu. Et d'ailleurs, c'est difficile pour la presse aujourd'hui. Parce que, bon, on fait nos 50 ans, mais il faut se rappeler qu'il y a 50 ans, il y avait 5 quotidiens. Ils ont tous disparu. Côte des Fossés, tout ça, tout le monde se rappelle, les plus anciens s'en rappellent. Il y avait une douzaine d'hebdos. Il n'y en a plus que 2, le revenu et investir. Le seul qui est indépendant, qui appartient pas à des groupes bancaires ou financiers, c'est le revenu. Ce qui nous donne notre indépendance de pouvoir refuser ou pas la publicité des produits qu'on déconseille et qui nous permet aussi d'avoir une indépendance de vue avec une rédaction indépendante qui peut se pencher sur les sujets difficiles aujourd'hui. Il y a souvent des sujets complexes et je suis fier d'avoir une rédaction indépendante qui maintenant a en main le journal avec moi et donc on est vraiment une des structures les plus fiables dans ce domaine. Et ça, grâce à vous, grâce à votre fidélité, parce que c'est la première année où le revenu a plus d'abonnés d'une année sur l'autre. On gagne en abonnés, on a un taux de réabonnement des abonnés plus de 70%, ce qui est unique. En général, dans les autres publications, c'est la moitié. Et on a une publication, une offre sur le revenu sur l'Internet, les réabonnements sur Internet qui ne cessent de grandir. Et on fait plus de 400 abonnés par jour, par mois. Excusez-moi, je rêve, commence à rêver. Oui. Et donc, on progresse et on va faire mieux. Et d'autant que c'est un marché difficile et vous avez envie d'avoir en face de vous des équipes rédactionnelles indépendantes qui vous conseillent objectivement. Alors, cela dit, maintenant, la salle nous est prêtée que pour 1 heure. Donc, on va donner autant de paroles qu'on en a pris à la salle. Alors, il y a des hôtesses qui se présentent avec un micro. Où est-ce qu'elles sont, les hôtesses à micro? Voilà. Vous levez la main, on vous donne le micro. Et, mesdemoiselles, vous avancez. Il y a des demandes partout. Mais il y a une dame qui est là. Là, une dame là. Ah, faut que vous n'avez pas de micro, hein, oui. Oui, 2. Alors, vous les donnez, vous les reprenez après, qu'on ne soit pas trimballé par des bavards. Hein. Madame. Bonjour et merci de ces interventions. Tout d'abord, je vous félicite déjà pour le... vous n'êtes pas avare de vos numéros de revenus et on apprécie beaucoup le système de parrainage que vous avez pour envoyer des numéros à ceux qui ne connaîtraient pas et vous faire connaître. Ça, c'est très très bien et c'est certainement une des clés du succès. Je suis une fidèle lectrice du revenu et auditrice aussi de BFM Business et j'adore les interventions de Monsieur Fontaine quand il vient nous voilà. Et alors la question c'est, vous nous avez évoqué des actions. Que pensez-vous des actions automobiles et est-ce qu'il faut y aller en 2020 et notamment pour les équipementiers, est-ce qu'il faut acheter des actions Valeo, justement dans ce numéro de cette semaine, il y a un article après
la Française des Jeux, quel titre l'État va privatiser. Et on s'est prononcé sur 2 types d'automobiles, Peugeot et Renault, et on a dit que ce n'était pas tellement attractif. Ce n'est pas le secteur qui les enthousiasme pour le moment. Alors, si je peux rajouter un mot, vous évoquiez les équipementiers. Donc c'est vrai que les constructeurs, c'est quand même extrêmement difficile parce qu'ils doivent faire des très gros investissements pour basculer du diesel vers l'électrique, pour schématiser. En revanche, il y a des équipementiers qui sont très très bien placés sur à la fois l'électrification du véhicule et sur l'autonomisation du véhicule. Et il y a une entreprise française, donc Valeo, dont le cours de bourse a beaucoup souffert du ralentissement de l'ensemble du secteur automobile, mais qui a beaucoup investi dans les années passées et qui est aujourd'hui très bien armé. Ils sont capables, c'est un équipementier, mais ils sont capables aujourd'hui de construire une voiture entière électrique à petit budget, donc un véhicule qui est promis aux collectivités. Et donc, c'est une société qu'on recommande. Si vous regardez à l'international, vous avez Porsche. Porsche qui est le holding du groupe Volkswagen. La marque Porsche est au sein du groupe Volkswagen. Et vous avez la société cotée Porsche qui est au-dessus. Et là, vous avez une forte décote sur l'ensemble du groupe Volkswagen. Et à notre avis, s'il y a un groupe qui a les moyens de subir ou d'accompagner et de profiter à terme de cette fameuse disruption qu'on a connue dans l'automobile, c'est bien le groupe Volkswagen, qui est multimarque. Hein. Ils ont une vingtaine de marques parmi les plus belles au monde. Et là, on voit bien qu'avec les nouveaux modèles électriques qui sont en train de sortir, qui peuvent concurrencer absolument les voitures américaines de Tesla. bon, alors, question. Ici. Ici. SMCP, tous les brokers sont à l'achat, mais le cours est en dessous. Je suis actionnaire de ça. Le cours est vraiment en dessous du cours d'introduction. C'est du luxe moyen. SMCP, vous connaissez? SMCP, c'est de luxe moyen. Ah c'est oui. les différentes. Oui. Il y a plusieurs marques. Oui, c'est pas tout à fait du luxe. On va dire que c'est du luxe moyen. Ouais, voilà. Merci, Marianne. Alors, du coup, en bourse, c'est un peu différent des véritables valeurs de luxe. Hein, mais nous, on n'est pas très favorable. La distribution et la confection, le textile sont des métiers extrêmement difficiles, avec des marges qui sont très faibles. Et ceux qui s'en sortent sont effectivement les vrais groupes de luxe. Hein, donc, c'est Hermès, Kering, LVMH. Mais cette entreprise qui a été introduite il y a peu de temps n'a pas nos faveurs. Il faut voir que les introductions en bourse, en dehors du formidable succès de la Française des Jeux, le plus souvent sont aujourd'hui vendues à des prix trop élevés. Autrefois, il y a une vingtaine d'années, vous aviez une décote systématique au moment de l'introduction en bourse. Ça n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc, d'une manière générale, on ne vous conseille pas souvent de participer à des introductions, sauf à la Française des Jeux, où on vous a recommandé vivement d'y participer parce que là, c'est une très belle marque, c'est une très belle entreprise avec une récurrence très forte de son cash flow. Alors, où est le micro? Monsieur. Voilà. Est-ce qu'il ne serait pas possible de consacrer une rubrique crowdfunding, c'est-à-dire placement participatif? OK. Alors, le crowdfunding placement participatif, qui peut être soit du prêt, soit de l'apport en capital. On fait des dossiers à l'hebdo, 1 ou 2 par an sur ce sujet, notamment pour expliquer comment souscrire, quelle plateforme choisir, etc. On n'a pas de rubrique particulière. On a fait un sondage récemment à l'occasion du Salon de l'Actionnariat, dans l'avant-dernier hebdo, auprès de nos lecteurs, internautes, et en leur demandant quelles étaient leurs intentions d'investissement pour 2020. Le crowdfunding arrivait tout en bas de taux de réponse à côté des monnaies virtuelles, des crypto-monnaies type Bitcoin. On a remarqué qu'il n'y avait pas un grand intérêt. Moi, j'ai cru à un moment donné que le crowdfunding allait intéresser. Il y avait une espèce de démocratisation aussi du financement des entreprises. Ça n'a pas tellement pris. On commence à avoir les premiers taux de rendement qui tombent et qui ne sont pas forcément très bons. Voilà, on n'est pas très chaud sur le crowdfunding en revenu.
Le micro, il est où? Là, je voulais vous demander, ce que vous pensiez de l'énergie hydrogène. Clairement, c'est l'énergie d'avenir. Alors, boursièrement, ça donne pas encore une part des profits importants des entreprises, mais l'acteur principal qui est sur l'hydrogène, c'est, vous le savez tous, c'est Air Liquide. Et c'est certainement à un horizon de plusieurs décennies l'énergie du futur. Et donc, il faut être présent sur l'hydrogène. Sur les constructeurs automobiles, c'est Toyota qui est le plus avancé sur l'hydrogène. Mais le meilleur vecteur boursier aujourd'hui pour accompagner l'hydrogène, c'est Air Liquide. Question au fond. Ouais, bonjour Fabien, j'ai fait des formations chez Jean-Louis Cussac, Perceval Finance. Merci à Christian Fontaine pour son efficacité sur BFM, la clarté de ses explications. On aimerait avoir quelques noms de fonds avec des paniers, des types d'actions dans le fond. Et puis, sur quel type de small cap on nous targue des small cap qui sont en retard depuis 2 ans et sont massacrés, éventuellement lesquels sont des côtés sur lesquels on pourrait investir, et quel type de fonds pour 2020? Alors, quel type de fonds pour 2020? J'aurais tendance à vous inviter à lire le revenu aux abonnés si vous ne l'êtes pas encore pour consulter nos bancs d'essai. Ça, c'est quand même une pirouette, donc je vais vous donner quand même un nom. Je vous incite plutôt à investir en tracker parce que c'est peu chargé en frais. Je vous invite plutôt, s'il fallait se citer un seul nom, à choisir un tracker investi en actions internationales, pourquoi pas, qui suit donc l'indice MSCI World, qui est investi dans 23 pays développés. Et donc là, vous avez un produit chez Amundi, un produit chez Lyxor, qui sont éligibles au PEA, en tout cas certains fonds. Donc voilà, s'il fallait donner qu'un seul nom, ça serait le Amundi MSCI World éligible PEA ou le Lyxor MSCI World éligible PEA. Voilà. Sur les petites valeurs, ce qu'on peut ajouter, c'est que c'est vrai que ça peut être une thématique très forte en 2020 parce que les titres ont énormément souffert en 2018 et même en 2019. La plupart d'entre elles ont fait bien moins que le CAC 40 parce qu'il y a eu beaucoup de sorties sur les petites valeurs, sur les fonds spécialisés petites valeurs. Et je peux vous donner quelques noms de petites sociétés qu'on apprécie pour 2020. Vous avez par exemple Xilam Animation qui fait des dessins animés de grande qualité et qui sont de plus en plus demandés parce que vous avez une guerre des plateformes entre Netflix, Disney+, etc. Vous avez LDC donc, qui fait des poulets. Donc les Français, les Européens consomment de plus en plus de poulets au détriment du porc ou du bœuf. Et puis vous avez aussi Beneteau qui est très en retard. Le titre est très bon marché. Il a beaucoup souffert parce qu'il y a eu une petite déception sur les publications. Ou alors dans l'univers qu'on a évoqué tout à l'heure, environnemental, tout à l'heure, vous avez Voltalia qui est un petit énergéticien qui travaille dans le solaire et dans l'éolien. Et puis vous avez Française de l'énergie aussi. Alors ça, c'est un plus petit acteur qui retraite le gaz de houille dans le nord et dans l'est de la France. Et ça aussi, ça contribue à réduire les émissions de carbone de la France. Merci. Oui. Monsieur, après, on redonnera le micro au fond de la salle parce qu'il ne faut pas qu'ils soient frustrés parce qu'ils sont au fond. Hein? Monsieur. Parmi les secteurs en mutation, là, vous avez parlé de l'environnement. Je voulais évoquer les investissements dans les forêts. C'est un domaine qui était réservé à des spécialistes ou à des montants relativement importants, mais on voit un certain nombre de produits actuellement qui s'ouvrent un peu sous la forme de FPCI pour les forêts. Et donc qui permet d'investir des parts beaucoup plus faibles et donc de diversifier l'approche. Au lieu d'investir dans une forêt, on peut investir dans un produit papier. Quelle est votre impression sur ce genre de produit et l'intérêt que ça peut présenter dans un contexte environnemental? Alors, dans le cadre de la diversification du patrimoine, on aime bien s'occuper de placements marginaux comme les forêts, comme l'or, comme les objets d'art,
etc. Et justement, Christian Fontaine a étudié ce secteur dernièrement, et ce serait bien qu'il vous donne nos conclusions. Alors effectivement, les forêts, ça fait partie des placements tangibles, un peu comme le vin. Donc, ce sont des placements qui rassurent. C'est vrai que le prix de l'hectare de vigne, en tout cas appellation d'origine protégée, ou le prix d'hectare de forêt a fortement progressé ces dernières années. Comme vous le dites assez justement, il y a un problème d'accès à ce marché. Il y a des produits intermédiaires. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de ces produits intermédiaires? Les avantages, bon, c'est bien sûr que ça permet d'investir, de diversifier vos placements. Vous investissez à plusieurs et c'est un placement de diversification. Il y a également une petite carotte fiscale de quelques milliers d'euros à l'entrée. Les inconvénients, c'est que ce sont des placements de très très long terme. Il faut bien savoir qu'il faut laisser du temps au temps, pas pour paraphraser un célèbre homme politique, mais là, un chêne ne s'abat qu'au bout de 30 ans. C'est un placement également qui nécessite d'être bien accompagné par des experts. Et concernant ces produits intermédiaires, je dirais qu'il y a souvent un problème de frais et il y a un problème de liquidité des parts. Donc, d'une façon générale, voilà, lorsque vous faites l'acquisition d'un placement, il faut toujours se demander comment en sortir. Donc, pourquoi pas, à titre de diversification, en restant raisonnable sur les montants, ne pas dépasser 5 à 10% de vos placements financiers. Merci. Est-ce que le micro a évolué vers le fond? Il est là, vers le fond. Il est ici. Parfait. Vous savez, monsieur Monteux, je vous ai vu tout à l'heure. Je retiens bien ce que vous avez dit. Vous avez dit que vous êtes totalement indépendant. Oui. Vous ne dépendez pas des autres. Demain, à un moment donné, je veux dire dans l'avenir, est-ce que vous seriez prêt, avec monsieur Fontaine, votre collègue, on va dire, à regarder le sujet d'abord par rapport à la loi Pacte sur la question de la transférabilité en assurance vie, mais de la transférabilité externe qui est demandée en France, et à un moment donné, vous de la dénoncer qu'elle n'est pas donnée. Quand vous verriez des vieux contrats d'assurance vie qui sont chez des géants, qui n'ont jamais eu un fonds euro avec eux, et qui depuis 10 ans spolient les épargnants, et que la loi Pacte n'a toujours pas voulu entendre la question de transférabilité en assurance vie externe à travers l'assurance vie. Voilà. Donc, est-ce que votre indépendance, vous voudriez la montrer bien? Alors, le problème de la transférabilité en quoi que ce soit, ce n'est pas systématiquement une protection des épargnants. Parce qu'il y a la valorisation de ce qu'on transfère, il y a le contrôle de ce qu'on transfère, et il y a les provisions de ce qu'on transfère qui sont dans les compagnies d'assurance vie. Par exemple, dans les compagnies d'assurance vie, vous savez qu'elles ont une réserve, elles ont 8 ans de réserve qu'elles peuvent affecter année par année à leurs épargnants. Et donc, tout ça, c'est complexe. Donc, je sais qu'on réfléchit sur ce sujet. Oui, attendez. Je sais qu'on réfléchit sur ce sujet. Nous réfléchissons aussi. Nous ne sommes pas hostiles à l'ouverture systématique dans des différents produits, et dans la mesure où ça défend les intérêts des épargnants. Donc, on en reparlera dans le journal prochainement. Question suivante, au fond de la salle. Oui, bonjour. Je reviens sur les actions, pas celles à éviter ou à prendre. Je voudrais savoir ce que vous pensez de Saint-Gobain, qui a beaucoup perdu, qui remonte un peu et qui paraît sous-coté. Vous avez raison, c'est plutôt sous-coté. Donc, on a un avis plutôt favorable sur Saint-Gobain. Il y a un bon rendement. Ils ont disons qu'ils ont fait évoluer la façon de manager l'entreprise qui était trop dispersée. Disons que les filiales avaient trop d'autonomie par rapport au pouvoir central, et donc ils ont responsabilisé les managers locaux, l'entreprise paraît sur la bonne voie. Alors récemment, ils ont fait une acquisition aux États-Unis qui met un peu le doute aux analystes parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Ils déboursent quand même 1,4 milliard de dollars, donc c'est une grosse somme.
Mais à moyen terme, c'est un titre qui est bon marché et qui a un bon niveau de dividendes. Merci. Alors, Bon, on a été très, très vite dans notre discours en commun. Là, c'était vachement sympa. On a le plaisir de vous rencontrer ce soir. On n'a plus qu'une question pour rester dans notre temps. Alors, qui a le micro? bonsoir, j'aurais une question toute courte. Vous avez parlé avant du luxe et de l'aéronautique qui a énormément monté, mais vous n'avez pas dit ce qu'il fallait en faire. Enfin, concrètement, j'ai des grosses lignes de Airbus et de LVMH qui ont énormément monté. Ce qu'il faudrait prendre une partie des bénéfices et prendre du Suez et du Sanofi, par exemple. Alors, d'abord, bravo monsieur, vous êtes un heureux homme puisque les cours, comme vous l'avez souligné... Il suffit que comme ça, il est revenu, hein, c'est tout. C'est déjà pas mal. Les cours ont considérablement monté et là, effectivement, ce serait assez raisonnable que vous réalisiez une partie de vos profits sur ces entreprises qui sont dans une zone de surachat, comme on dit. Si vous regardez les graphiques, il y a certains cours qui sont partis de façon quasiment verticale. Vous avez des valorisations qui sont très, très élevées. Donc, effectivement, c'est une bonne idée d'arbitrer une partie de vos lignes pour des titres qui sont bien meilleurs marchés comme Suez ou Sanofi. Alors, merci de votre participation, merci de votre attention et à bientôt dans les revenus et autres. Au revoir. Et nous vous signalons que la conférence de clôture a lieu en salle bleue avec comme sujet investir en entreprise. Merci à tous.